Eh bien, lançons directement cette soirée Startup numéro 8, où ce soir nous allons parler émerveillement, nous allons parler intelligence de la nature, nous allons parler écosystème, pour remettre un petit peu du sens dans cette société de dingo. Hello! Alors, je refais mon petit blabla du début, rapidos. Bonsoir, moi c'est Marie Lastar, c'est marqué sur mes boucles d'oreilles. Ce soir, c'est une soirée start-up. Les soirées start-up, c'est des soirées pour les stars en mode réunion Tupperware. Donc, on est entre nous peinards et on raconte des choses passionnantes sur la nature, la santé, l'autonomie, tout plein de concepts qui sont chers à mon cœur. Et du coup, en ce moment, je suis en train beaucoup de lire sur la nature et je suis en train beaucoup d'écouter des trucs qui m'énervent sur toutes ces ministres qui prennent des nouvelles lois complètement débiles pour encore plus tuer la nature. Parce que ça rapporte encore plus de l'argent et ça rend les gens encore plus malades. Et moi, j'aime pas. J'aime pas le principe. Petite question, mon truc, moi, c'est de parler santé, de parler autonomie, de parler souveraineté. Et je ne peux pas parler de santé et d'humain sans parler d'environnement, parce qu'il se trouve que nous sommes des humains qui habitons dans la nature. Et juste question étrange, comment l'humain peut être en santé quand la nature est malade? Ce n'est pas très possible. Qui fournit l'oxygène qu'on respire? Qui nous donne à boire et à manger depuis la nuit des temps? Non, ce n'est pas Carrefour, c'est Mère Nature, c'est la terre, c'est l'air, c'est le soleil, les arbres, des trucs qui sont là depuis bien plus longtemps que nous. Et avant qu'on arrive sur cette planète, ça marchait déjà très bien. Pendant très longtemps, avoir des milliards d'années sans nous et tout marchait bien. Et après, on est arrivé et en très peu de temps, parce que la révolution industrielle, c'est pas non plus foufou au niveau du temps, on a un peu tout pété. On a un peu tout pété, si bien qu'on en est à, là maintenant, tout de suite là maintenant, à la 6e extinction de masse. Alors, les 5 extinctions de masse avant, c'était pas notre faute, mais celle-là, là maintenant, où il n'y a plus de poissons, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus d'insectes, la Terre est morte tellement on a balancé des saloperies dedans, c'est un tout petit peu quand même notre faute. Là, pour le coup, merci l'humain. Donc l'être humain, il a pris un peu la grosse tête à force de se croire supérieur. Tout ça parce qu'il a inventé la poudre, l'intelligence artificielle et le fil à couper le beurre. Mais il devient un peu bête à manger du foin à force d'être déconnecté de la nature et il prend des décisions qui sont au niveau individuel un peu perso, genre on aime bien avoir notre technologie, on aime bien avoir notre confort. Au niveau sociétal et politique aussi des prises de décision qui sont un petit peu en dépit du bon sens, sauf pour ceux qui encaissent, c'est mon côté complotiste qui parle. Alors, l'idée c'est que nous là maintenant, on est un peu voire beaucoup obsédés par la technologie, parce qu'on est des grosses feignasses et que c'est quand même bien plus pratique que ce soit, alors là je suis d'accord, la machine à laver qui fasse le linge à ma place, le sèche-linge qui sèche le linge à ma place, le sèche-cheveux qui fasse des brushings, ça j'avoue, j'en ai besoin. Mais à force de se focaliser sur son propre nombril et son propre confort, on en est arrivé à une espèce de négociation avec, bon bah si c'est bon pour moi, mais que ça tue la nature, bon bah c'est bon pour moi. Donc on va ça. La nature, elle se plaint pas très fort, elle crie pas, elle fait pas grève, elle est toujours là, elle fait son taf. Et du coup, nous, on a notre vision qui est un petit peu réduite sur du très très court terme, parce qu'à l'échelle de la nature et de la vie, nous, on reste pas longtemps. Mais là, ça commence à être le point de bascule où après, ça va sérieusement être la merde, et pour tout le monde. L'homme moderne, il a oublié qu'il appartient à la nature, on en fait partie intégrante, on est fabriqué avec les mêmes trucs que tout le reste de la planète. Il détruit à tour de bras tout ce qui croise pour construire des parkings et envoyer Katy Perry dans l'espace. Donc pour un rouleau de PQ ou pour du Nutella, il est prêt à sacrifier la nature et aussi les autres êtres vivants qui auraient voulu le rester vivant.
Mais à force de détruire les écosystèmes, à force de détruire les habitats, à force de polluer la terre et d'empoisonner la terre, bah, tous les autres trucs que nous, et qui sont plus petits, et ben ils meurent. Et nous, on s'en fout. Puis après, les trucs un peu plus gros qui mangeaient les trucs plus petits, ben ils meurent. Puis nous, on s'en fout. Puis après, ça commence à atteindre des trucs qui nous servent à nous, genre les vaches, les poissons, des trucs. Et là, on commence un peu à se poser la question. Mais alors, on rame. Oh mon Dieu, on rame. C'est long, c'est très long. On va parler écosystème. Un écosystème, j'ai ma feuille de pompe, c'est un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants, tout ce qui est vivant, en interaction avec l'environnement. On n'a pas dit en prédation, en domination ou en pillage, on a dit en interaction avec l'environnement. Et chaque partie, à cause de sa course folle à la technologie pour son propre confort, l'homme moderne en est arrivé à scier la branche sur laquelle il est assis et il s'émerveille sur la qualité de la scie. Et qui en plus est en promo. Ça va pas, on va se casser la gueule, c'est un peu la cata. Alors, cette introduction est assez dépressive, mais ouais, Katy Perry, si elle pourrait rester là où ça serait bien. Je crois qu'en 11 minutes de tour en fusée, les 4 gonzesses qui étaient dans la fusée, là, elles ont dépensé autant que 4 ans d'électricité de toute la France. Ouh, très bon choix. Donc, ce soir, je vous propose de vous raconter une autre histoire, un truc un peu plus merveilleux, un truc un peu plus magique, de comment la nature s'est organisée depuis des milliards d'années pour fonctionner tout bien, que tout roule facile et avec des stratégies, je vais vous raconter des trucs absolument merveilleux, des stratégies complètement d'une intelligence surhumaine, surpuissante, qui marche encore maintenant, qui marcherait si on la laissait faire, mais ça marche toujours. Et grande phrase, on ne protège que ce que l'on connaît et ce que l'on aime. Donc l'idée, c'est de vous faire un petit peu plus connaître la nature comme elle est géniale et de vous faire aimer un petit peu la nature comme elle est tellement géniale pour qu'on puisse prendre conscience qu'il faudrait peut-être sortir un petit peu de notre confort perso à nous pour aller prendre soin de la nature. Mon job, c'est de vous apprendre à prendre soin de vous, mais nous, on n'est rien sans la nature dehors. Donc on va prendre soin de tout le monde et ça va très bien se passer. Est en interdépendance avec les autres parties de l'environnement. On va remettre de la magie et de l'émerveillement. Le but du jeu, c'est de réagir comme des enfants de 4 ans qui ils voient un papillon, une pomme, un caillou, ils sont « Oh, c'est tellement génial !» pour pouvoir se reconnecter plus à la magie de la nature. Alors, je vous rappelle qu'il y a d'un côté donc l'homme moderne, obsédé par la technologie et le contrôle de son environnement, qui pour son propre intérêt et son propre confort, a choisi le pillage des ressources, la déforestation, l'empoisonnement des sols et de tout ce qui vit autour, la surpêche, la pollution, la surconsommation, Shine, Temu, Amazon, BFM TV et le burn-out. Voilà, alors ça c'est ce que nous on fait. Et je vous propose du coup un petit tour d'horizon de comment la nature, elle fait et comment elle fonctionne. Écosystème merveilleux number 1, ce sont les forêts. Je ne sais pas si vous savez, dans les forêts, les arbres, ils parlent entre eux. Alors, ils ne parlent pas avec des mots, mais ils parlent avec les racines, ils se mélangent leurs racines pour échanger des informations, des matières, de l'énergie. Et ça passe par le mycélium des champignons. C'est-à-dire qu'un arbre, il a des racines qui vont loin, et avec les petits champignons qui s'entourent autour des racines pour boulotter un petit peu le sucre de l'arbre, ils s'entourent aussi autour d'un autre arbre, et ils participent un peu comme un neurone à faire circuler l'information. Et tout ce réseau souterrain, pour un seul arbre, ça peut aller sur 1 hectare. 1 hectare pour un seul arbre d'échange d'informations. Donc c'est un truc de fou au niveau, c'est l'internet de la nature. La forêt, elle joue collectif, c'est-à-dire que les arbres qui sont tout en haut, les plus grands arbres, ils reçoivent plus de soleil parce qu'ils sont tout en haut, donc ils font plus de photosynthèse, donc ils fabriquent plus de sucre. Et ce sucre, ils en prennent pour eux, pour leurs besoins, ils en prennent un peu pour en cas de coup dur, et puis tout le reste, ils vont le partager avec les arbres plus petits qui, du coup,
ont moins de soleil et font moins de photosynthèse et ont moins de sucre. Parce que l'ensemble de l'écosystème forêt, c'est très bien que si un arbre il tombe malade, et ben du coup, ça peut s'étendre aux arbres à côté et ça met en danger tout l'écosystème. Donc du coup, ils vont partager les sucres avec les plus faibles, les plus petits, les moins ensoleillés, pour que tout le monde soit bien nourri. Donc ils partagent les ressources. On note, on partage les ressources. Les arbres, les arbres, les forêts, les arbres décident de quand ils vont relâcher leurs semences en fonction du vent. Parce que la forêt, elle choisit dans quelle direction elle va s'agrandir en fonction des sols. Donc ça, c'est quand même un truc. Un arbre, il est intelligent. Il n'a pas de cerveau. Mais bon, il y a des études qui montrent qu'il enregistre les informations dans son tronc, dans ses racines, et qu'il les stocke. Donc en fait, il apprend sur du long terme. Et l'écosystème entier décide en fonction de l'acidité des sols, si c'est une grande pente ou c'est une douce pente, de plutôt s'agrandir par là ou par là, et utilise le vent pour pouvoir relâcher leurs semences quand le vent va dans la direction qu'ils ont décidé. Canon, je trouve. Ensuite, il y a des arbres dans le sud de la France. J'ai appris ça grâce à ma copine Cécile Fucari, qui connaît tout sur la nature, les végétaux. Il y a des arbres, je ne sais plus leur nom, qui ont décidé de se reproduire grâce à une graine qui est dans une coque, qui ne s'ouvre qu'en cas d'incendie. Donc en fait, l'arbre, il a décidé de se reproduire seulement après un incendie. Ça tombe bien, dans le sud de la France, il y a souvent des incendies. Et en général, un incendie, il y a tout qui crame, sauf que lui, ses graines, elles vont être libérées pendant l'incendie, et c'est le premier qui va être capable de recoloniser après un incendie. Il y a des arbres merveilleux qui s'appellent des ifs. Et les ifs, encore en cas d'incendie, ils sont prévenus par leurs potes parce que les arbres, ils se échangent des informations par les racines et aussi par des odeurs et de la chimie. Donc les ifs, ils sont prévenus qu'il y a un feu, et ce qu'ils font, c'est incroyable, ils vont relarguer tous les produits inflammables qu'ils ont dans leur tronc. Comme ça, quand le feu arrive sur eux, il n'y a plus rien pour brûler, il n'y a plus rien qui brûle. Donc le feu, il s'en va et l'if, il n'a pas brûlé. Je trouve que c'est quand même super canon. Et c'est pas du hasard dans Oups. En fait, c'est prévu, c'est réfléchi, et ils ont fabriqué ces stratégies de survie depuis très 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 longtemps. Après, j'adore cette histoire, les acacias, les grands arbres, et il y a des grandes girafes qui adorent les acacias, c'est leur chocolat personnel. Et en fait, l'acacia, il n'aime pas se faire boulotter. C'est pas son job, c'est pas de se faire manger par la girafe, c'est d'avoir des feuilles pour faire de la photosynthèse. Et du coup, quand la girafe, elle arrive et qu'elle commence à boulotter les feuilles d'acacia, l'acacia, il se dit « Ah merde, je suis en train de me faire bouffer par une girafe » et il va fabriquer des produits toxiques pour rendre les feuilles dégueulasses. Et du coup, la girafe, elle bouffe 2-3 trucs, elle fait « Ah, berk !» Et donc, elle s'en va vers l'arbre d'à côté. Sauf que l'acacia qui s'est fait boulotter, il a envoyé un message électrique par les racines. Bon, ça va pas très très vite, mais il a aussi envoyé un message olfactif, un message chimique, à ses potes à côté pour dire « Attention, il y a une girafe qui vient venir vous bouffer les feuilles. » Et quand la girafe arrive sur l'acacia d'à côté, il a déjà produit le produit toxique qui rend les feuilles dégueulasses. Donc la pauvre girafe, elle est encore obligée d'aller voir un autre acacia qui a déjà été prévenu par ses potes et qui a déjà transformé la feuille en berk, en produit toxique. Alors la girafe, qui est maligne aussi, car elle est intelligente, la petite girafe, elle a bien vu qu'il fallait qu'elle remonte les acacias dans l'autre sens du vent. Parce que comme les produits olfactifs, ils s'en vont avec le vent, si la girafe, elle va plus haut, ben, les acacias, ils n'ont pas été prévenus parce que le vent, il allait dans l'autre sens. Donc, c'est incroyable, c'est magique. Les arbres et les végétaux, il y a des études qui ont été faites là-dessus, ils poussent plus vite quand il y a des chants d'oiseaux. Comme si les oiseaux habitaient dans les arbres.
Ils se sont mis dans des forêts où vraiment c'était un peu la cata, il n'y avait plus vraiment d'habitants, il n'y avait plus d'oiseaux, ils étaient tous partis parce qu'il n'y avait plus rien à bouffer. Ils ont mis des grandes baffes et ils ont diffusé des chants d'oiseaux. Et ben les végétaux, ils se sont mis à pousser directement plus vite que quand il n'y a pas de chants d'oiseaux. Ça veut dire que les arbres, ils entendent. Les végétaux, ils entendent. Ils n'ont pas des oreilles comme nous, mais ils sont réceptifs aux vibrations. Les petites fleurs, elles entendent la vibration du bourdon qui arrive autour d'elles. Et en moins de 5 minutes, elle multiplie son pouvoir sucrant par 3 pour attirer le bourdon qui vienne la boulotter. Et c'est comme ça qu'il la pollinisent. Donc, il y a vraiment une intelligence dans qu'est-ce qui se passe dans mon environnement. Ok, j'entends qu'il y a une abeille ou un bourdon qui arrive. J'ai besoin de lui pour me reproduire. Je sais qu'il aime le sucre. Je vais fabriquer plus de sucre pour qu'il vienne me boulotter moi et m'aider à me reproduire. Donc, c'est ça, un écosystème, c'est que tout le monde bénéficie du travail de tout le monde. Et ça, c'est la nature. Est-ce que nous, on fait ça tous les jours? C'est une bonne question. Les écosystèmes, ils ont besoin de tous les acteurs. Il y a une grande variété de végétaux, d'animaux, d'insectes. C'est fait exprès parce que tout le monde a sa place. Donc, en gros, les arbres, ils bénéficient au sol parce qu'ils le stabilisent. Et puis, les feuilles des arbres, quand elles tombent par terre, elles vont déjà réchauffer le sol en hiver, pour ceux qui tombent en automne. Elles vont aussi nourrir tous les petits insectes là, les milliards de petits trucs qui grouillent, parce que ça va les nourrir. Et dans le processus de leur digestion, en fait, ils vont refabriquer de la terre. Ça s'appelle de l'humus. D'ailleurs, homme, ça vient du mot humus qui veut dire terre. Donc nous habitons sur la terre et nous faisons partie de la terre. Les forêts, elles sont capables de modifier l'acidité du sol en fonction de ce dont elles ont besoin. Donc il y a vraiment une interaction avec l'environnement qui est extraordinaire. Et puis, oh miracle! Les arbres, ils attirent la pluie. Allô? Les arbres attirent la pluie. Il y a un truc incroyable, c'est qu'un arbre, c'est très grand, et qu'en général, l'eau, elle ne monte pas. L'eau, elle descend. Donc, il y a un truc qui s'appelle la capillarité. C'est le fait que les tuyaux sont très, très, très fins, et donc ça fait monter la sève, comme quand tu mets ton sucre dans ton café. Ça monte comme ça. Mais la capillarité fait monter la sève que jusqu'à 70 cm, 1 mètre. Le reste, pour arriver jusqu'à un grand arbre de 10 mètres, c'est quand il fait chaud, l'évaporation de l'eau par les feuilles va attirer le reste de la sève jusqu'en haut de l'arbre. Et l'eau qui s'évapore des feuilles, ça va faire des nuages qui, au bout d'un moment, vont pleuvoir pour rendre l'eau à la terre. Donc, en fait, on sait très bien que quand on défriche, on aridifie l'endroit qu'on a défriché. Donc, on ne défriche pas. On plante, on plante, on plante. C'est plus malin. Je vous invite vraiment très très fort à aller voir un documentaire qui s'appelle Le sel de la terre par Sebastião Salgado, qui est un photographe. Et aussi, il a repris avec sa femme, je ne sais plus, les années 90-2000, une ancienne exploitation où s'étaient installés, c'est au Brésil je crois, des Brésiliens, et que pour, je sais plus s'ils faisaient de la vache ou autre chose, bon bref, ils ont défriché mais ils ont défriché comme des enfoirés, parce qu'ils ont défriché, ça a bien marché, donc ils ont redéfriché pour mettre encore plus d'animaux, donc ils ont défriché comme des dingues, et en moins de 15 ans, il ne pleuvait plus dans la région. Il n'y avait plus d'arbres, il n'y avait plus de pluie. Donc en fait, les pauvres paysans, ils sont partis et tout est resté complètement mort. Et ce bonhomme avec sa femme, ils ont juste replanté des arbres. Alors ils n'ont pas mâché leur travail, hein. Ils ont reboisé 700 hectares autour de la propriété et la pluie est revenue. Donc en fait, l'écosystème, quand on lui fout la paix, il marche très bien tout seul. Quand on le défonce, il n'y a plus rien qui marche, il n'y a juste plus de vie. Et puis, il y a encore un truc au niveau de la forêt, mais j'ai oublié ce que c'était. Je retrouverai peut-être plus tard. Deuxième écosystème merveilleux, les abeilles. J'ai fait une formation sur les abeilles, c'était incroyable.
Les abeilles, petit 1, elles pollinisent. C'est-à-dire que quand elles vont de fleur en fleur, en fait, elles prennent le pollen qu'elles mettent sur le pistil des autres fleurs et ça reproduit les fleurs. Merci à elles. Je suis en train de lire un bouquin qui est assez désespérant, mais voilà. C'est l'industrie agrochimique qui pesticide tout ce qu'il peut et qui tue toutes les abeilles. Et en fait, s'il n'y a plus d'abeilles, eh bien, il n'y a plus de vie en 5 ans. Dans 5 ans, il n'y a plus de vie s'il n'y a plus d'abeilles. Alors, on prend soin des abeilles. Merci beaucoup. D'ailleurs, il y a des pays, je ne sais plus où c'est, où ils sont obligés de polliniser à la main. Donc, il y a des humains qui vont polliniser les fleurs à la main parce qu'il n'y a plus les abeilles et tout ce qui vole pour faire le job. C'est grave. Je trouve ça assez grave. Bon, ça donne du boulot à ces gens. Les petites abeilles, elles fabriquent des alvéoles. Dans les ruches, elles fabriquent des alvéoles. Mais alors, c'est incroyable. Les abeilles sont des sorcières. Elles connaissent l'énergétique. C'est-à-dire qu'elles fabriquent des alvéoles hexagonales pour y mettre dedans une petite larve qui deviendra une ouvrière. Et quand elles fabriquent une alvéole ronde et qu'elles mettent une larve dedans, et ben ça donnera une graine. Parce qu'au niveau énergétique, il ne se passe pas la même chose dans une cellule ronde que dans une cellule hexagonale. Les petites abeilles, elles fabriquent du miel parce que c'est ce qu'elles mangent. Les petites abeilles, elles fabriquent de la gelée royale. C'est parce que c'est ça que la reine, elle mange. Et les abeilles, elles fabriquent de la propolis. La propolis, c'est un truc un peu un mâchouillat encore de pollen qu'elles collent à l'intérieur de la ruche. Et c'est un excellentissime antibactérien, antiviral, antifongique, anti tout ce qu'on veut, plus un isolant thermique. Du coup, la propolis, quand j'ai un début d'angine ou un gratte-gratte ou n'importe quoi entre là et là, propolis pchit-pchit, antiviral, antibactérien, antifongique, c'est merveilleux. Et puis, alors, truc vraiment incroyable, les abeilles, elles papotent entre elles, elles s'échangent les informations. Quand il y a une abeille qui a été trouvée un champ de lavande trop mignon, elle revient devant la ruche et elle dessine des 8. Elle danse. Elle dessine des 8 qui, en fonction de l'orientation par rapport au soleil, disent à ses copines, eh ben, c'est par là. Et en fonction de la longueur de sa petite danse en 8, elle dit c'est à 2 km ou c'est à 700 mètres. Donc nous, on se croit malin avec nos GPS, mais en fait, la nature a déjà inventé ça avant nous. Encore un truc absolument extraordinaire. La reine, son job, c'est de pondre. Elle fait genre ça toute sa life et elle ne fait pas semblant. Et bien la reine, elle n'a pas d'intestin dans son ventre parce qu'elle n'a pas de place. Elle a juste un utérus ultra géant. Et c'est pour ça qu'elle mange de la gelée royale. Parce que la gelée royale, qui est la nourriture exclusivement dédiée à la reine, c'est 100% digeste. Il n'y a pas de déchets. Elle ne fait pas caca la reine. Genre, elle n'a pas d'intestin. Et ce qu'elle mange est utilisé à 100% dans son corps, sans déchets. Donc voilà. Cet écosystème est absolument merveilleux. Jusqu'à ce que, comme d'habitude, l'homme moderne se pointe, lui pique tout son miel, donc elle meurt de faim. Lui pique la gelée royale pour les futures reines, donc il n'y a pas de futures reines. Lui pique sa propolis, donc déjà elle crève de froid parce que c'était son petit chauffage personnel. Et en plus, bah, du coup, elle meurt de maladie vu que la propolis n'est plus là pour être antibactérien, antifongique et antiviral. Merci l'humain. Et en plus, on est tellement fort qu'on balance tous les pesticides de la planète qui est fabriqué. Le but du jeu d'un pesticide, c'est de tuer le vivant. Le pesticide égale tuer le vivant. Il me semble que nous sommes vivants. Donc en fait, ça tue tout le monde. Et nous, on se retrouve avec des tonnes et des tonnes de pesticides dans notre corps. C'est pas très sain, je pense. Donc voilà, être humain, abeille, belle collaboration. C'est dommage. Troisième écosystème merveilleux, eh ben nous, à la base, un être humain, c'est un écosystème parce qu'on est constitué de milliards de cellules qui travaillent ensemble, en cohérence, dans un but commun qui est notre croissance, enfin notre survie et notre croissance. En même temps, donc nos cellules travaillent en même temps que notre microbiote. Le microbiote, c'est 10 000 milliards de bactéries
qui sont dans nos intestins et qui nous aident à digérer. Si on n'a pas de bactéries, on ne digère pas, on meurt. Qui s'occupent de notre système immunitaire. Si on n'a pas de système immunitaire, on meurt. Et qui s'occupent aussi de notre santé mentale. Donc ça s'appelle un écosystème avec des habitants différents, des cellules, des bactéries qui travaillent ensemble pour que nous, tout ça, nous, eh ben, on puisse être en vie. Des fois, ça merde, parce que des fois, il y a des cellules qui décident de faire une contre-soirée et qui se détachent des cellules normales qui font leur job de cellules normales et qui font un plan différent. Ils disent non, moi je joue pas avec vous, je joue moi toute seule. Et qui détournent, ça s'appelle la néo-angiogénèse, qui détourne le système circulatoire que pour elle, pour avoir à bouffer. Et comme elle a un but différent des autres, eh ben, ça s'appelle un cancer. Donc, vraiment, les écosystèmes sains, c'est vivant, ça s'auto-entretient, les déchets de l'un nourrissent l'autre et chacun à sa place et ça marche très bien depuis des milliards d'années. Et quand il y a des composants de cet écosystème qui décident de faire la gueule et de faire des contre-soirées et de faire des trucs que pour leur gueule, ça fait mourir. Alors, évidemment, la société de nous, parce que la société, c'est aussi un écosystème, avec la nature, quand on veut bien y faire attention, les animaux, les autres êtres humains et notre société. Et le but du jeu, c'est qu'elle assure normalement la survie et le bien-être de chacun de ses participants, en faisant attention au bien commun, en partageant les ressources pour que tout le monde puisse en avoir. Et il y a cette notion d'interdépendance, parce que chacun a des rôles différents, a une spécialisation différente qui permet de, moi ce soir, d'avoir de l'électricité, parce que moi toute seule, je ne sais pas faire fonctionner une centrale nucléaire, d'emmener ma bagnole chez le garagiste, parce que moi je ne sais pas réparer une voiture, et de pouvoir aller soigner des gens, parce que moi je sais soigner des gens. Donc en fait, dans une société, il y a plein de gens, chacun a sa spécialisation, chacun a ses compétences, chacun a sa place, et chacun fait pas que pour soi, fait pour soi et pour l'autre, parce qu'on a dit que l'être humain, il avait aussi un côté spirituel de participer à plus grand que lui en contribuant, merci Marie Langtin, en contribuant, je fais des trucs pour ma vie, mais je fais aussi des trucs pour la vie des autres. L'humain, il a su faire ça, parce que les hommes préhistoriques, ils vivaient déjà comme ça, avec des clans où il y en a qui allaient à la chasse pour nourrir tout le monde, il y avait des gens qui allaient cueillir des fruits et des baies pour nourrir tout le monde, il y avait quelqu'un qui s'y connaissait en médecine et en plantes pour soigner tout le monde, et du coup, chacun avait sa place et ça marchait très bien. J'étais il y a très longtemps au Canada, j'ai adoré, où j'ai visité le musée des Premières Nations qui parlait des Indiens d'Amérique, alors du Canada mais de l'Amérique du Nord en fait, où par exemple c'était des peuples nomades et ils allaient, si pour la tribu, pour passer l'hiver, il fallait tuer 7 bisons, et ils allaient tuer 7 bisons. Et ils utilisaient la peau pour se faire des couvertures, ils utilisaient les muscles pour manger, ils utilisaient les os pour faire des outils et des bijoux, ils utilisaient les tendons pour faire des cordes, et ils utilisaient la graisse pour faire des lampes à huile. Et les Inuits, dans le Grand Nord où ça caillait, ils utilisaient la graisse de phoque pour se tartiner sur leur peau et mettre leur manteau en peau de phoque par-dessus. Ça devait sentir le phoque dans l'igloo. Néanmoins, ils partageaient les ressources. Et il y avait l'individu tout seul il ne sert à rien, mais l'individu dans le groupe, ça fait vivre le groupe. Il y a aussi je ne sais plus lesquels c'était, mais le logo des Jeux Olympiques du Canada, là-bas, c'était un Inutchuk, c'est 2 pierres, une pierre et une pierre ronde. Inu, ça veut dire humain. Donc Inuit, c'est un être humain, et Inutchuk, c'était, je ne sais plus ce que ça veut dire, bref. Et du coup, dans le Grand Nord, comme ça caillait, entre les deux pierres comme ça, il y avait des ressources.
il y avait des manteaux, il y avait de la bouffe, il y avait des luges et des raquettes. Parce que comme c'était des peuples nomades, ils mettaient ce qu'ils avaient en trop pour les prochains qui passent, au cas où ils en aient besoin, parce que c'était comme ça, cahier sérieux, si tu étais un peu dans la merde, eh ben, tu mourrais. Et il laissait ça sans se faire de soucis, parce qu'il savait très bien qu'au prochain Inutchuk, il y aura la même chose entre les pattes de l'Inutchuk pour avoir des ressources en cas de besoin. Et puis les bras, comme ça, ils montraient des directions du prochain Inutchuk, ou des rivières, ou des machins, ou des ressources, parce que c'était des gens qui vivaient en tribu, mais toutes les tribus se rassemblaient une fois par an pour échanger des choses. Donc l'homme tout court, il a su vivre en écosystème et en harmonie avec la nature. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a merdé à un moment. L'homme blanc, il a débarqué, il a buté tous les bisons, rien que pour lui. Il a pris toutes les peaux, il a laissé pourrir toute la viande parce qu'il n'avait pas besoin. Il a buté tous les Indiens. Il lui a volé ses terres, il lui a volé ses ressources. Les pauvres Indiens qui restaient, il l'a collé dans des réserves. Il lui a donné des couvertures remplies de typhus et de l'alcool. Il lui a interdit de parler sa langue, de pratiquer sa culture et sa médecine. Bel exemple de coopération. Cancer, on a dit cancer. Bref. Alors, en conclusion de ce magnifique blabla, on a deux systèmes qui s'opposent. Je résume, j'en fais des tonnes comme d'habitude, mais il y a deux systèmes qui s'opposent. Il y a un écosystème sain, où chacun a sa place, chacun a son rôle, et tout le monde va dans un but commun, plus grand que lui, qui est souvent un truc genre la survie, la croissance. Et grâce et avec ses congénères, il fabrique quelque chose de pérenne. Et d'un autre côté, nous sommes en guerre, chacun pour sa gueule, opposer les gueux et les bourgeois pendant que les milliardaires s'en foutent plein les poches. L'idée, c'est dans quelle société, toi, tu veux vivre pour toi, ta vie, et puis tes enfants, ou les personnes que tu aimes. Est-ce que cette société-là, qui est malade à un point, c'est un cancer, quoi, où c'est chacun pour sa gueule, où l'entraide, c'est en train de tomber aux oubliettes, où les gens, ils tirent la couverture à eux, où les politiques, ils font que de la merde pour se remplir les poches, où les milliardaires, je crois qu'il y a je sais plus, mais 1% des milliardaires, ils ont plus d'argent que toute la planète réunie. Il y a un truc au niveau du partage, ils ont dû louper les cours. Je pense qu'ils n'ont pas tout écouté. Alors, comment faire? C'est bien mignon, mais nous ne sommes pas milliardaires, donc comment changer le système qui est tout pourri? Eh bien, je pense, je suis même sûre, mais je pense pour moi en tout cas, changer le monde, on ne peut pas le faire en une seconde. Hein. Il faut déjà travailler les consciences, c'est pour ça que vous êtes là. Je pense qu'en faisant des choix, on peut commencer à modifier un petit peu le système. C'est-à-dire que ce qui marche là pour l'être humain, c'est l'argent. Donc l'argent, c'est bien mignon, mais en fait, ça n'a pas de valeur. C'est des morceaux de papier. C'est nous qui l'imprimons. Roman Fressinet, il dit, c'est nous qu'on l'imprime. Mais ça ne se mange pas. À un panda, tu lui proposes du bambou ou $1 million, il va prendre le bambou. Et il a raison. À force de pourrir tout l'environnement, et comment on va faire? Tu peux imprimer une pomme, toi? Tu peux imprimer une abeille qui va aller polliniser le pommier pour donner une pomme? Voilà, restons un petit peu réfléchis. Donc, les choix, moi, mais je ne dis pas que j'ai raison, je dis que moi, je fais des choix qui sont alignés avec ce que je pense. Moi, c'est zéro Amazon. Les Temu et Shein, c'est hors de question. Même si les filles, elles disent « Oh, s'il te plaît, maman, je voudrais... » Non, juste non. On ne dépense pas 4 € pour faire venir une connerie qui vient de l'autre côté de la planète, qui a été fabriquée par un enfant de 4 ans. Non! C'est un choix de décider de ne pas donner mon fric à... Bon, dans une certaine mesure, hein, parce qu'il faut quand même bien que je mange aussi, mais dans la limite de mes possibilités, je ne donne pas mon fric à des boîtes qui défoncent l'environnement, qui font travailler des enfants de 4 ans, qui défoncent le droit du travail. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe.
Je refuse d'acheter du Coca-Cola, parce que Coca-Cola, il défonce l'environnement, il rend malade les gens, il fait du diabète comme un gros dingo. Je vais finir en prison pour... parce qu'il va porter plainte contre moi. J'ai vu il y a longtemps un reportage sur Coca-Cola qui s'est installé au Mexique, je crois, dans une vallée, qui a installé son usine sur la source d'eau de toute la vallée et qui prend 100% des ressources en eau de toute la vallée pour fabriquer du coca, ce qui fait que tous les habitants de la vallée n'ont pas accès à l'eau. Ils n'ont pas d'eau parce qu'une entreprise américaine est venue chez eux leur piquer leur eau. Et que dans toute la vallée, les habitants n'ont accès qu'à du Coca-Cola. Il n'y a pas d'eau, il n'y a que du Coca-Cola et les enfants, quand ils naissent, après qu'ils aient fini d'être allaités par leur maman, ils boivent du coca. Donc alors, je ne te laisse pas deviner le diabète, l'obésité, toutes les maladies absolument infâmes, parce que en fait, Coca-Cola, il a piqué toutes les ressources en eau de toute une partie du Mexique. Évidemment, sans payer. Pourquoi partager, n'est-ce pas? Comment on peut faire des actions locales pour refaire écosystème? Alors, j'invente rien, hein. C'est un truc qui arrive depuis un peu les années 60 des babacools et qui là prend beaucoup d'essor parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent aussi que la société, elle marche pas et qu'il faut fabriquer une autre forme de société en s'inspirant des écosystèmes qui marchent depuis longtemps. Donc, il y a de l'agroforesterie, il y a tout plein d'associations. Il y a décidé de ne pas acheter à Carrefour, mais d'acheter dans une petite ferme locale qui fait du bio comme elle peut. Comme ça, on ne fait pas venir des trucs OGM qui viennent du Brésil, ça n'a aucun sens. C'est bêtement aller faire des courses pour la petite mamie en face qui est toute seule. C'est bêtement faire du covoiturage pour aller, tous les mêmes gamins du quartier, on les emmène à l'école, on tourne de parents, comme ça chaque parent fait qu'une fois par semaine d'emmener les mômes. On peut faire du lien, de l'entraide, préserver les ressources, prendre soin de ce qu'on a pour ne pas avoir à les changer tout le temps. On peut consommer raisonnablement, voilà, local de saison, et vraiment sélectionner à qui tu donnes ton fric. Je crois que c'est peut-être Coluche, mais je ne suis pas sûre, qui dit il suffirait que les gens n'achètent plus pour que rien ne se vende. C'est un peu l'idée. C'est notre pouvoir à nous, vu que le pouvoir politique, il n'a pas l'air d'écouter ce qu'on lui demande. Notre pouvoir à nous, c'est à qui je décide de donner mon fric. Et moi, je préfère vraiment plein donner mon fric à la petite gonzesse qui est agricultrice, qui fait pousser des légumes, qui met les mains dans la terre et qui me le vend directement, que filer du fric à Carrefour qui déboîte les agriculteurs, qui remplace les caissières par des robots. Voilà. Moi, j'aime ce qui est vivant, donc j'essaye de faire du vivant. Et prendre conscience que derrière nos comportements, derrière nos actions, il se passe des trucs. Donc, les céréales qu'on achète pour les gamins, c'est entre 40 et 75% de sucre. Pourquoi ? Petite parenthèse, Monsieur Kellogg's, américain, à la base, il fabriquait du maïs. Il avait des champs de maïs. Et il a inventé, du coup, les Kellogg's, des pétales de maïs soufflés, qui s'est mis à vendre aux Américains en mode petit déjeuner. Et puis, il s'est aperçu, en regardant ses courbes de vente, que plus il mettait du sucre, et plus ça se vendait. Donc, c'est parti de 5% de sucre pour que ce soit un peu sympa, à 40 à 75% de sucre. Ça va pas. Non, c'est pas bon. Alors, enfin oui, c'est bon, c'est addictif. Du coup, c'est pour ça qu'ils balancent des saloperies et des saloperies pour nous rendre addictifs, pour qu'on leur donne nos sous, pour qu'ils nous empoisonnent. Il y a un problème dans l'énoncé. Une canette de coca, c'est 7 morceaux de sucre. Pas besoin de 7 morceaux de sucre. Une question à l'intelligence artificielle, c'est 1,5 litre d'eau foutue à la poubelle pour refroidir les data centers. Il y a un truc là qui est très trendy, c'est les starter packs. Ça sert à rien, c'est mignon, c'est rigolo. 12 litres d'eau gaspillée pour fabriquer une image d'intelligence artificielle. Pourquoi ? Si c'est pour sauver la planète, pourquoi pas ? Si c'est pour juste l'entertainment, trouvons autre chose de rigolo à faire. Lire des bouquins sur les abeilles, par exemple.
À Carrefour, le miel qui vient de Chine à 6 euros, ce n'est pas du miel. Non, ce n'est pas du miel. Donne plutôt 15 balles aux producteurs de ta région qui s'occupent des abeilles, plutôt qu'un truc obscur qui vient de Chine avec je veux même pas savoir ce qu'il y a dans le miel à 6 euros de Chine de Carrefour. La fast fashion, c'est un scandale. Il y a sûrement 2-3 documentaires qui doivent traîner pour voir à quel point c'est dégueulasse. Ils ont 80 000 nouveaux produits par jour. Ils produisent comme des enfoirés en maltraitant leurs employés. Ça vient de n'importe où. C'est blindé de produits chimiques. Mais qu'est-ce que les produits chimiques viennent foutre dans les fringues? C'est acheté, porté 2 fois, jeté, donné à des associations caritatives qui croulent sous des merdes de vêtements qui savent plus quoi en faire. Et ça finit dans les pays africains. Où il y a 6 mètres de fringues par terre, avec des vaches qui mangent des fringues et des enfants de 4 ans qui essaient de trouver des trucs exploitables là-bas. Non, ça ne va pas. Tout ça pour changer de jean 3 fois par jour. Pourquoi? Voilà, celui qui arrive à me sortir un pourquoi qui tient le choc, ok, mais sinon on peut faire autrement. Changer de portable tous les ans pour avoir l'iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 12, 18, machin, ça c'est marketing, c'est juste commercial, c'est pour nous faire acheter des trucs. Mes parents, ils ont acheté un frigo quand ils se sont mariés il y a vraiment très longtemps, 40 ans, le frigo il marche toujours. Là, depuis les années 80-90, ils ont inventé une façon de fabriquer des frigos pour qu'ils tombent en panne au bout de 5 ans. Parce que vendre un frigo tous les 40 ans, c'est moins rentable que vendre un frigo tous les 5 ans. Achetons des trucs réparables. Derrière les portables, derrière tout ce qui est technologique, il y a des terres rares. Ça fait des guerres, parce que justement il y a des terres rares, il y a des gens qui meurent, ça fait des guerres. Ça exploite des petits enfants de 5 ans qui descendent dans des puits à aller chercher des trucs radioactifs. Ça pollue comme des enfoirés, et puis pour aller extraire ces minerais de la terre, il faut des milliards de litres d'eau et des milliards de produits chimiques pour excaver tout ça, et comme il y en a de moins en moins, eh ben, il faut aller de plus en plus profond et utiliser encore plus de ressources pour trouver 1,5 g d'or. Pour que je puisse avoir un nouveau portable tous les ans. Non, tant qu'il marche, le tien, tu le prends. Oh. Alors, je vous mettrai les ressources, mais vous pouvez écouter sur le sujet Aurore Stéphan qui parle des minerais et de l'aberration intersidérale de la voiture électrique et d'autres trucs très très intéressants. Il y a aussi Aurélien Barraud, j'aime beaucoup, en plus les Grenoblois, les astrophysiciens superstars, il raconte des trucs très 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 beaux, c'est un poète. Il dit que construire un parking avec des machines qui sont économiques en CO2, c'est toujours détruire du vivant pour le remplacer par du béton. Donc raisonner en émissions de CO2, c'est débile. Marche pas. Ah, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire sur les forêts. Là, il faut décarboner, arrêter de foutre du carbone dans l'air. Et bien en fait, comment on fait pour remettre du carbone dans du vivant? On plante des arbres. Parce que le principe d'un arbre, c'est du carbone en vivant, avec des feuilles qui fabriquent de l'oxygène pour tout le monde. Le pétrole tout au fond, là, que maintenant on libère, le charbon, c'est du carbone. C'était des arbres avant. Il y a des milliers d'années que la nature a transformé. Donc en fait, l'idée, ça serait de planter des arbres. Ils ont fait un truc génialissime. Oh, l'humain est super. Pour diminuer le bilan carbone des grosses boîtes qui polluent comme des enfoirés, ils ont dit on va fabriquer une usine de décarbonation de l'air ambiant. Donc en Islande, très beau pays qui a beaucoup de ressources géothermiques, donc qui est écolo à mort, ils ont construit, à coût de milliards d'investissements, une usine qui capte le CO2 de l'air pour l'enlever de l'air. Mais ça s'appelle un arbre. Ça s'appelle les végétaux. Le carbone, il est dans la structure des végétaux, en fait. Et puis les végétaux, ça fait à manger, ça nourrit les abeilles. Là, tout qu'est-ce que j'ai dit avant. Donc, faut arrêter d'être con. C'est des logiques marketing, milliardaring, tout ce qu'on veut. Nous, à notre niveau, on peut
Il y a plein d'assos, je vous mettrai aussi du lien, des boîtes qui plantent des arbres. Et bah du coup, ma copine, elle m'a donné une bonne idée pour son anniversaire, au lieu qu'on lui offre des conneries, et ben elle voulait qu'on achète des arbres sur ce site internet. Et comme ça fait que notre fric qui, au lieu de servir à acheter des bougies parfumées chez Ikea, ben, ça plante du vivant. Et pour un truc qui soit pérenne dans le temps. Autre encore bonne idée de l'humain politique, il s'est dit, ouais, il va falloir planter des arbres, parce que quand même on défonce la forêt amazonienne, donc on va replanter des arbres ailleurs. Et du coup, il y a des budgets pour planter des arbres. Et je ne sais pas qui a réfléchi, mais franchement, je ne sais pas. Enfin, si je le trouve, je le jette par la fenêtre. Asseyez-vous, hein, parce que c'est fantastique. Ils défrichent des forêts naturelles pour planter des arbres. Ils prennent des endroits où il y a déjà des arbres depuis 500 ans. Ils arrachent les arbres qui ont 500 ans, avec tous les petits animaux qui vont ensemble, tout l'internet du sous-sol, les petits mycéliums, les racines, tout ça, pour replanter des épicéas ou des normannes pour Noël. Qui fait ça? Qui pense à ça? Ça me dépasse, mon Dieu. Bref, restons positifs, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment prendre soin. Ce que j'explique tous les jours aux gens que j'ai en soins, c'est, moi je ne suis pas là pour les soigner, je suis là pour leur apprendre à prendre soin d'eux. Donc prendre soin de ça en respirant, en faisant attention à ce qu'on mange, en faisant attention à ce qu'on fait rentrer dans son corps, en termes de pollution et aussi en termes d'émotion et aussi en termes d'information et de BFM TV. Et prendre soin de ses affaires pour pas avoir à les racheter tous les 36 du mois, prendre soin de la nature. Pendant le confinement, avec mes enfants, on allait ramasser des saloperies dans la forêt qui était derrière chez nous. On l'a fait au moins 6 semaines de suite, où on partait avec 3 gros sacs poubelles, et on ramassait de la merde qu'on allait mettre dans les poubelles. De toute façon, on n'avait rien d'autre à faire. Et ça participe. Ça participe. Alors pour moi, parce que c'est mon petit endroit de la forêt que j'aime bien, et méditer au milieu des ordures, j'aime pas. Mais pour le reste de la société, en fait. Il y a tellement de petites choses à faire qui peuvent apporter à tous. Éteignons nos télés, posons nos portables et allons rencontrer des gens. C'était quoi, la semaine dernière, il y a 2 semaines? Le blackout total à Barcelone, en Espagne, là. Bon, les gens, ils ont été en panique pendant 2 heures. Ah, il n'y a plus d'électricité, on n'a plus de portable, on n'a plus de télé, on peut plus bosser. À la fin, ils sont tous sortis dans la rue et ils ont dansé. Ça, c'est de la vie, avec des gens qui font du lien et qui font de la joie. C'est extrêmement joyeux, en fait. Donc, tout ça pour dire, n'hésitez pas à acheter du seconde main. Oui, alors c'est pas qualitatif. Ben écoute, le temps que ça marche, ça évite de racheter un truc neuf où il y a encore un enfant de 4 ans qui a été se péter les poumons au fond d'une mine pour sortir je sais pas quel minerai rare, là. Achetons du réparable. Partageons les ressources, faisons du covoiturage. Il y a tellement encore de choses à faire qui sont terriblement faciles. Et puis sortons de notre petit monde hyper focus sur notre nombril avec mon confort, et les autres, ils ont qu'à crever. C'est pas très joyeux, ça, comme phrase. Voilà, donc faisons des choix éclairés, et encore une fois, pour faire des choix éclairés, il faut connaître 2-3 trucs. Donc, prenez des bouquins. Tout ce que je vous ai raconté sur la forêt, ça venait de La vie secrète des arbres de Peter machin chose. Ce qu'il ressent et comment il communique. C'est passionnant. J'ai appris plein de trucs et j'adore. Et du coup, quand je regarde un arbre, je fais « Ah, c'est tellement génial !» Il y a tellement de choses à faire. Il suffit de poser son téléphone et de sortir voir son voisin pour refaire du lien, comme les arbres, ils font du lien, comme les abeilles, elles travaillent toutes ensemble. Tout ce qui est vivant est interdépendant de son environnement. Donc, quand on voit un papier par terre, on le ramasse et on le met dans une poubelle. Ça fera toujours 50 ans de pollution en moins. Ça sera toujours un dauphin qui bouffera pas un sac plastique ou d'autres trucs assez désagréables. Je vous rappelle que les animaux, ils ont rien demandé et c'est eux qui meurent plus que nous. La pollution tue des millions de personnes. La malbouffe tue des millions de personnes. Bref, toute cette société complètement hallucinamment con
qui empoisonnent la terre, empoisonnent les gens, empoisonnent la nature pour se faire du fric, je n'ai pas de mots, je n'ai plus de mots. Bref, c'était mon coup de gueule de la semaine. J'espère vous avoir appris des choses. J'espère vous avoir ouvert les chakras sur « Ah oui, en fait, la nature, c'est vraiment génial ». J'espère avoir ouvert un petit peu un enchantement du jeudi soir. Et si vous avez des questions là tout de suite, allez-y, foncez. J'ai préparé une nouvelle série de soirées start-up. Donc on va parler, je crois, des émotions, on va parler de plein de trucs bien. J'ai fait un petit programme, mais j'ai oublié de le prendre avec moi. Et vraiment, prendre soin, c'est important de soi, des autres et de tout ce qui est vivant. Respecter le vivant, c'est respecter la vie. Donc, si on veut fabriquer une société moins débile que celle-là, il s'agirait de individuellement être moins débile que ce qu'on était hier. Voilà, je vous remercie très très fort de m'avoir suivi ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et je vais vous mettre en lien. Peut-être pas là, parce que je ne sais pas faire, mais l'épisode, il sera sur YouTube la semaine prochaine et je vous mettrai en lien Aurore Stéphane, Aurélien Barraud, Olivier Amand, Louis Fouché qui parle de permaculture humaine, que des gens inspirants qui disent des choses inspirantes dont on peut s'inspirer pour changer pas à pas notre société. Voilà, je vous claque des bises, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Éteignez le téléphone maintenant. Bisous. Marie la Star présente. Marie la Star, c'est marqué sur les boucles d'oreilles. La magie de la respi, l'inspiration diaphragmatique. Marie la Star présente les bases neurophysiologiques du stress. Marie la Star présente émotions, choses étranges que personne ne gère, personne ne connaît, personne ne comprend et qu'on passe notre vie à enterrer sous un tapis en faisant semblant que tout va bien. Système nerveux comme ça. Wouh! Les muscles de l'expiration, ce sont les abdominaux. C'est pour aider les gens à se souvenir, il faut des images impactantes. Nouvel exercice aujourd'hui, la feuille d'automne. On va travailler le lâcher-prise, la détente musculaire et mentale. Pour ce faire, tu auras besoin d'un canapé, d'un lit ou d'un sol, d'une grosse couette roulée ou d'un gros coussin pour tes jambes, oreiller, allongé. C'est parti. Voilà, les bras comme Jésus. Et je vais aller ouvrir mon tronc. Pas tirer mon Regarde pas et que tu mettes bien du poids dans chaque doigt. Que tes épaules soient loin de tes oreilles. Le but du jeu, vu franchement l'état du système de santé dans notre beau pays, autant ne pas tomber malade. Et tout ce que je t'apprends avec les 5 piliers de la vitalité, c'est vraiment une bombe atomique pour rester en santé et ne plus dépendre du système de santé. Quand j'ai un rhume, je ne meurs pas de manière immédiate. Quand je me coupe le doigt avec une feuille, je ne meurs pas de manière immédiate. Ça cicatrise. Le corps sait faire ça. Depuis des millions d'années, le corps sait s'auto-guérir. Voilà, je sens que tu es en train de comprendre des trucs. Il est urgent de vivre et que non, on ne réalisera pas nos rêves plus tard quand on sera en retraite. Parce que si l'expérience de vie en bonne santé, c'est vers 60 ans et que la retraite, c'est 64, 65, 67, voire plus, et ben quand c'est que tu vis tes rêves? Et ben jamais. Alors non, c'est pas ce qu'on va apprendre ici. Alors, assieds-toi et prends des notes, parce que ça va changer ta vie.